J'ai commencé à lire à un très jeune âge. Gamine, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Alors, je ne sais pas exactement quelles ont été mes influences, mais j'ai lu de tout. J'ai lu très, très jeune, j'ai lu les histoires pour gosses, Oui Oui, le Club des 5, le Clan des 7, qui sont des collections françaises. Et ensuite, j'ai lu les Américains, R.L. Stein et les nouvelles de Stephen King. Et bien entendu, les auteurs haïtiens aussi, particulièrement Gary Victor, Margaret Papillon, Fernand Hibert. J'imagine que d'une manière ou d'une autre, tous ces différents auteurs et tous ces différents types de lecture m'ont influencé d'une manière ou d'une autre. Pour la littérature haïtienne, j'aime particulièrement Gary Victor parce que j'ai toujours été attirée par le mystère et le suspense en général, et voilà qu'il arrive à allier ce sens du mystère avec la culture haïtienne. Alors je me retrouve bien dans mon élément, je me sens chez moi dans le livre, et aussi je trouve l'aventure et le mystère que je recherche dans les autres littératures, telles que j'ai mentionné plus tôt R.L. Stein et Stephen King. Donc cet alliage que je trouve chez Gary Victor est parfait pour moi en tant que lectrice. Et peut-être, en parlant de rythme et d'influence, Gary Victor serait l'auteur que je nommerais. Si j'ai été influencée par quelqu'un, probablement ce serait par Gary Victor. Parce que moi-même, dans mes histoires, j'essaie de mettre des éléments d'horreur et de suspense, et aussi de créer un environnement typiquement haïtien. Et je crois que Gary Victor fait la même chose dans ses romans. On habitait une maison à la ruelle Brutus, et depuis ce soir, je me rappelle les tournois de bicyclette, les journées entières passées sur le toit du voisin à monter des cerfs-volants, et la boutique du coin avec les pâtés et les ticaroles, qui sont des glaces typiquement haïtiennes. C'est à Crissois que j'ai vécu les bouleversements de l'après du Valier. Et c'est aussi à Crissois que j'ai découvert l'amour de la lecture. En 1990, ma famille a quitté Crissois pour Thomasin, en pleine montagne, un quartier beaucoup plus calme aussi, et Thomasin est connu pour ses cascades et son paysage fantastique. J'ai commencé à écrire à Thomasin inspiré par la tranquillité et le bon vivre des habitants de la zone. En 2001, j'ai quitté Haïti avec des sentiments un peu troubles parce que j'aimais beaucoup Thomasin, mais je devais partir pour l'étranger pour mes études, et je me suis établie en Floride. J'ai vécu dans le comté de Dade, North Miami et Biscayne, et aussi à Broward, Miramar, Hollywood, Pembroke Pines, où je réside en ce moment. Pembroke Pines m'inspire beaucoup parce que ça me rappelle un peu Thomasin, parce que c'est tranquille, et les voisins ils sont sympathiques, ils ont le sens de la bonne vie comme à Thomasin, et je fais beaucoup de marches. Comme je le dis souvent, l'écriture, ça commence pas sur le papier, ça commence dans la tête, et la tranquillité de la zone m'inspire. J'ai l'opportunité de réfléchir
avant de mettre sur papier ce que je veux. Je garde des souvenirs très profonds de mon enfance en Haïti. Je me rappelle l'école, j'aimais aller à l'école. J'ai fait mes cours primaires et mes cours secondaires à Sainte-Rose-de-Lima, qu'on appelle l'ALU en Haïti. Et je garde de très bons souvenirs des religieuses, de leur affection et de leur persévérance à nous enseigner non seulement les maths et les autres sujets qui vont de soi, mais aussi la religion. Et j'ai beaucoup appris de leur calme et de leur sérénité, de leur dévouement aussi. Bien sûr, grandir en Haïti, c'est aussi parler d'une époque mouvementée, de l'après Duvalier, où il y avait toujours quelque chose à se passer en ville. Est-ce qu'on va à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas parce qu'on tirait hier soir? Ou bien on brûle des pneus au centre-ville aujourd'hui? Donc peut-être qu'il faudrait rester à la maison au lieu d'aller à l'école. Alors ces souvenirs sont un peu plus douloureux, je dirais, que ceux liés directement au temps passé à l'école, entouré de mes amis et des religieuses très ferventes de Sainte-Rose-de-Lima. Mon enfance, quand j'y pense, il y a aussi mes parents et toutes les expériences que nous avons vécues ensemble, l'amour particulier de ma mère pour ses filles. Je suis la Benjamine de 4 enfants et 4 filles. Et tous les jeux et toutes les farces que nous avons faites, mes sœurs et moi, en tant qu'enfants. Je suis très proche de ma sœur Patricia. Nous avons à peu près le même âge. Donc nous avons grandi côte à côte, lisant les mêmes livres, jouant les mêmes jeux. Donc il y a une intimité qui s'est installée entre Patricia et moi qui est vraiment inégalable. Mes 2 plus grandes sœurs, Jennifer et Nathalie, ont toujours été mes modèles. Je voulais être aussi intelligente que Jennifer, qui a une imagination débordante et qui a toujours eu d'excellentes notes à l'école, et je voulais être aussi classe et intéressante que ma sœur Nathalie. Donc, elles étaient mes modèles, Nathalie et Jennifer, et Patricia était ma confidente, celle à qui je pouvais dire tout et celle avec qui je jouais, avec qui je partageais mes rêves et mes aspirations. Voilà. Et de la famille, nous avions aussi beaucoup de tantes. J'ai une relation très particulière avec la sœur de mon père, Marlène Fier, qui m'a beaucoup aidée lorsque j'ai décidé de devenir auteur. Elle a toujours été là pour moi, révisant mes manuscrits, me donnant tant de conseils qui m'ont aidé à devenir un bien meilleur auteur. Et il y a aussi ma tante Géraldate, que nous appelons tante Daddy, la sœur de ma mère, dont le sens de l'humour m'a toujours impressionnée et qui a un don particulier pour la petite histoire, pour raconter les histoires liées à notre culture, et elle y met du piment et elle est vraiment une conteuse d'histoires extraordinaire. Et je pense que lorsque j'écris, je garde Tante Daddy quelque part dans ma tête, essayant de copier son enthousiasme et son sens de l'humour lorsqu'elle raconte des histoires. Je n'ai pas toujours eu une relation posée avec mon père, mais en général, nous nous entendons assez bien. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ma mère, je la considère la mère modèle pour son amour et tout ce qu'elle nous a donné dans notre enfance, à moi et à mes sœurs.
Et je crois que c'est tout, c'est ce petit environnement-là et ce petit cercle représente pour moi mes meilleurs souvenirs d'Haïti avec ma famille. J'ai commencé à écrire à un très jeune âge. Je me souviens en cours primaire, mon premier texte, je l'ai écrit pour un professeur et je n'ai jamais arrêté depuis. À 13 ans, j'ai commencé la rédaction de Le Feu de la Vengeance. Je l'ai terminé après 1 ou 2 ans, mais je l'ai mis dans les tiroirs parce que je ne me voyais pas comme un auteur qui serait lu. J'étais encore gamine. C'était seulement pour le plaisir de la plume. À 16 ans, j'ai finalement décidé de publier Le Feu de la Vengeance et je ne me suis jamais arrêtée de publier depuis lors. C'était en 1997. Je crois que mes romans sont surtout connus pour le mystère et l'élément d'horreur, pour ceux qui aiment les aventures, pour ceux qui aiment Stephen King et la collection Chair de poule de R.L. Stein aux États-Unis. Alors, ils retrouvent ces éléments dans mes romans. Et on aime avoir peur, même si en Haïti, il y a cette insécurité et cette peur réelle, les jeunes quand même aiment lire les romans de suspense parce que au moins ils ont un peu, je trouve qu'on a le contrôle de l'histoire. On sait que c'est pas vrai, alors ça réconforte un peu par rapport à la réalité sévère en Haïti, sur laquelle on n'a pas vraiment d'influence, sur laquelle on n'a pas vraiment, on ne peut pas changer ce qui se passe autour de nous en tant que jeunes, mais on peut se relaxer un peu en lisant un livre d'horreur, mais on sait que c'est de la fiction. Je me suis essayée à d'autres genres. Récemment, j'ai publié Les Fantasmes de Sophie, qui est plutôt un roman érotique. Je voulais savoir ce que c'était de pousser un peu les limites de ce qui était acceptable de la société. Je suis née catholique et j'ai fait mes cours primaires et secondaires à l'école catholique. Alors, pour moi, publier un roman franchement érotique, c'était vraiment regarder la société en face et lui rire au nez. Alors, je voulais m'essayer à ça. Et après Les Fantasmes de Sophie, je suis retournée au roman d'aventure et d'horreur avec Le Fantôme de Lisbeth, que j'ai écrit pour les jeunes de 8-12 ans. Et en ce moment, je travaille sur différents projets. Aux États-Unis, j'ai publié des poèmes et des nouvelles en anglais. Et je travaille sur un mémoire qui décrit ma vie en Haïti, ce que c'est d'être haïtien et d'avoir vécu en Haïti dans les années 90. J'ai publié une nouvelle récemment dans Une journée haïtienne, éditée par Thomas Pierce, et j'ai aussi une nouvelle dans Haïti Noir, éditée par Edwidge Danticat. En plus de l'écriture, je me consacre aussi à l'édition. Je fais partie d'un groupe, les Women Writers of Haitian Descent. Nous avons un site internet avec un magazine titré Honneur, Respect, et nous recevons des poèmes, des histoires de femmes écrivains haïtiens ou d'auteurs masculins qui écrivent au sujet des femmes. Et je suis l'éditrice en chef du groupe. Je suis aussi l'éditrice de Sliverstone Magazine, qui est un journal en ligne pour les anglophones. Quand on vit sur une île, il y a un certain isolement, non pas à être vu
de manière péjorative, mais je parle des limites géographiques qui nous forcent à un retournement sur nous-mêmes et à une appréciation particulière de l'environnement immédiat. Alors, on cherche à un très jeune âge, on se pose la question de l'identité culturelle et on essaie de répondre aux questions relatives à ce que ça veut dire d'être, dans mon cas, ce que ça veut dire d'être haïtienne. Alors, je pense que venir d'une île crée un attachement particulier à la terre d'où l'on vient. Et j'ai remarqué ici en Floride, où j'enseigne des jeunes venant de différents pays, de l'Europe, de l'Amérique et des 4 coins du monde, quoi. Je remarque que la culture mère, la culture d'origine, prend beaucoup plus de temps à s'effacer, à laisser place à la culture d'adoption, à la culture américaine, lorsque les jeunes expats viennent d'une île. Il y a un attachement particulier que ces jeunes ont pour leur pays d'origine lorsqu'ils sont insulaires.